Lorsque nous avons commencé notre expérience du digital au sein de la part, nous n'avions pas particulièrement beaucoup de connaissances, donc nous avons découvert les documentations fournies par les fabricants de matériel, les premières revues spéciales fournies par les éditeurs comme Loco-Revue, RMF ou d'autres éditeurs de revues spécialisées. Et puis nous avons avancé et désormais nous avons le grand réseau digital que nous vous présentons régulièrement au travers de nos vidéos. Mais là aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de finalement transmettre notre expérience et de vous expliquer, du moins sur la base de ce que nous avons trouvé, ce qu'est le digital pour vous permettre de débuter et d'en comprendre les principes de base. Alors, le DCC, on parle DCC, c'est plutôt orienté le remplacement du classique de rail courant continu. En fait, il y a d'autres technologies très proches qui s'appellent Motorola, Selectrix, mais les fondements sont assez similaires. Alors, DCC, c'est un terme américain, Digital Command Control. Vous voyez une technologie qui a été normalisée quand même il y a déjà pratiquement 25 ans. C'est pour nous l'introduction d'électronique dans le locomotive. C'est normalement une technologie qui fonctionne aussi sur les réseaux analogiques, que ce soit du courant continu ou le 3-rail courant alternatif. Et puis surtout des fonctions beaucoup plus diverses, puisqu'on va gérer les feux des machines, on va gérer les sons. Maintenant on va allumer l'intérieur des autorails, on va allumer à distance les voitures de voyageurs et plein d'autres possibilités offertes par ce système. Alors bien sûr, on rend les locomotives indépendantes les unes des autres, si on l'a bien programmé. On a en principe un câblage simplifié. Maintenant, quand on commence à rentrer dans des grands réseaux comme le nôtre, l'expérience montre que le en principe est un petit peu bafoué et que ce n'est pas forcément si facile que ça, mais je ne vais pas vous affoler. Alors, il faut avoir aussi en compte que c'est un coût supplémentaire potentiel, puisqu'on va rajouter un décodeur, on va rajouter des équipements comme une centrale, et donc attention au budget. Alors, une technologie bien sûr qui est beaucoup plus avancée que le courant continu ou que le 3-rail courant alternatif proposé par Märklin. Technologie bien sûr à découvrir, à apprendre, qui demande un petit peu de programmation, un petit peu de maths, un petit peu d'électricité, un peu d'électronique, mais soyez rassurés, on y arrive. Et puis, on a la chance maintenant que l'information est un petit peu partout, d'avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'informations dans les forums. Ça fait, vous le verrez, se mettre ou se remettre un petit peu à l'anglais, essentiellement parce que, on le verra après, les grands pays à l'origine de tout ce qui est digital sont avant tout les États-Unis et l'Allemagne, ou du moins des pays alémanophones. Alors écoutez, je vous propose une chose, on se jette à l'eau et on démarre. Alors, voici à peu près l'agenda que je vous propose dans cette présentation, l'historique, parce qu'il faut un petit peu voir d'où nous sommes partis, petit glossaire, principe et les composants de base, la notion de sens de marche qui est assez importante parce qu'il faut bien l'avoir en tête, les CV, on va faire un tout petit peu de maths, vous verrez, on va revenir au CV, on parlera du décodeur mobile, en l'occurrence les types de décodeurs mobiles, et puis comment on digitalise les machines. Alors nous avons pris plutôt l'option là de vous présenter des machines un peu classiques, Schweff ou quelques Roku, mais on parlera bien sûr un peu moins des machines qui sont équipées d'origine de prise. Oui, alors petit gag, mais les CV là dans notre cas ce ne sont pas des curriculum vitae. Alors un historique un petit peu tout pourquoi on est arrivé au DCC. Alors, déjà quelques remarques
de fabricants aujourd'hui qui sont dans ce monde du digital. Donc, vous voyez aujourd'hui dans les grands noms, certains vous disent peut-être quelque chose, beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens, d'Américains, un Français qui est CDF, qui fournit d'ailleurs plutôt des décodeurs, on verra plus tard, d'accessoires. Et je ne vous ai pas cité dans de très très nombreux pays, au Japon, dans d'autres grands pays industriels, il y a des fabricants ou de décodeurs ou d'accessoires pour le digital. Alors, années 40, c'est nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui voulaient tenter de piloter les trains comme dans la réalité, indépendants les uns des autres. De nombreux essais avec des systèmes en électrotechnique assez compliqués, beaucoup d'échecs et en gros pas de système franchement opérationnel dans ces années-là. En fait, la grande révolution est arrivée avec les semi-conducteurs et puis aussi leur miniaturisation qui va vraiment contribuer à la naissance du digital. Alors un petit peu les grandes étapes. Hornby avait proposé une société système qui s'appelait un 01 en 1980, qui était un vrai système digital. Jouefmatic, à ne pas oublier, 76 à 83, c'était aussi un vrai système digital, puisqu'il y avait des notions de canaux, 8, et on envoyait les informations sur chacun des canaux, donc on pouvait avoir 8 machines indépendantes en même temps. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous en souvenir, c'était quand même des équipements assez gros, heureusement qu'il y avait de la place dans des machines Jouef. L'un des précurseurs, Zimo, fondé en 1980, qui passera à la norme DCC en 1996. Donc vous voyez des produits qui commencent quand même à être anciens maintenant. Trix Electrix 1982. Le Märklin Digital qui a commencé en fait en 1984 en collaboration avec Lens, mais sur un processeur Motorola. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du système Motorola, Fleischmann 1987, et puis une norme qui arrive en 1995, publiée par la NMRA, mais qui s'appuie en fait sur toute la gestion du signal numérique de Lens. Et on peut un petit peu dire que Lens est vraiment à l'origine de notre système DCC. Lens 199 va vraiment prendre en compte cette norme qui est issue de son système. Et puis un autre grand qui arrive en 1996, ESU, qui a créé le format MFX de Märklin et qui aussi a été le premier à nous faire les décodeurs son, d'ailleurs avec un nom qui s'appelle Loxaond et qui pour tout le monde est le nom d'un petit peu standard d'un décodeur sonore. Alors, petit glossaire parce qu'il va y avoir de nombreux termes tout au long de notre présentation. Donc pour qu'on se familiarise tous ensemble avec un petit peu les différents mots que je vais employer tout au long. Alors, DCC Digital Command Control, ça on l'a vu. Les deux organismes de normalisation, NMRA, qui est la National Model Railroad Association, qui est l'association américaine des modélistes ferroviaires. C'est une très très grosse association aux États-Unis qui travaille beaucoup avec le MOROP, donc qui est l'Union européenne des modélistes ferroviaires. Ils sont partenaires depuis 1994, ce qui fait qu'on est sur une norme quasi mondiale. Je vous donne les deux sites. Donc la NMRA, bien sûr, le site sera toujours en anglais. Pour beaucoup d'entre vous qui sont peut-être plutôt francophones, l'avantage du site du MOROP, c'est qu'il est en français. Ensuite, le CV qui est la Configuration Variable, donc on en reparlera plus tard. Le bit, ça c'est une notion informatique, qui est une contraction qui a la valeur 0, 1, l'octet, ou qui en anglais s'appelle le byte, qui est un regroupement de 8 bits. Et on verra qu'on y stocke une valeur qui va de 0 à 255, et ça on en reparlera un petit peu quand nous ferons des maths. D'autres choses aussi, Railcom qui est arrivé à l'initiative de Lens il y a quelques années. Tout au début, en fait, on était un système où la centrale, on va en reparler, commandait directement le décodeur dans un système de type maître-esclave. Aujourd'hui, ce protocole amène un côté bidirectionnel, c'est-à-dire que la centrale envoie des ordres, mais le décodeur peut remonter des informations, à commencer par l'adresse, on verra ce que c'est, et puis des informations de type température
ou d'autres informations stockées dans le décodeur et qui peuvent être intéressantes dans le cadre, on va dire, du jeu ou du fonctionnement digital. Les sorties auxiliaires, bon, c'est des fils, des bornes. Attention, suivant les fabricants, ils appellent ça AUX 1, AUX 2, AUX 3, A, B, C. Donc c'est la même chose, mais la terminologie, bon, là n'est pas normalisée. Et puis les fonctions, vous avez, je pense, vous connaissez, sur la manette, on les voit. Et puis si on appuie sur la fonction 0, en principe, on commande les feux classiques. Et puis après, de F1 jusqu'à F28, on va commander plein de fonctions supplémentaires entre des lumières, du son, des attelages digitaux, des cerveaux, des petits cerveaux aussi éventuellement, des cerveaux moteurs, donc tout un tas de choses. Alors juste une chose, Raycom, c'est une marque déposée de Lens, mais qui a été mise à disposition des autres fabricants. L'écran de marche, comme une Sonor Machine, essentiellement électrique, il y a des écrans de marche. Autrefois, sur les premiers décodeurs, on en avait 14, maintenant on en a 24. Et de plus en plus, les décodeurs ont 128 écrans, ce qui permet une grande finesse de fonctionnement. La reconnaissance automatique suivant ce que la centrale sait émettre. Et puis en général, on conseille quand même de mettre en phase avec la définition du mode de commande de la centrale, mais de plus en plus, ce que je vous disais précédemment, les décodeurs reconnaissent comment la centrale fonctionne. Firmware, c'est un mot classique de l'informatique. C'est ce petit programme qui est dans le décodeur et qui va réagir aux ordres venus de la centrale, et selon ce qu'il reçoit, il va mettre des choses tenir compte de ce qui est positionné dans le CV, puis il va agir sur le moteur, les sorties auxiliaires, éventuellement renvoyer des informations lorsqu'on est dans le mode Raycom. Les prises Plux définies par leurs deux documents, le RP 9.1.1.3 ou 9.1.1 ou qui s'appelle NEM 668. Aujourd'hui, il y en a 3 majeurs définis avec 8, 16, 22 pins ou 22 broches, comme vous voulez. Le principe, la 8 s'en fiche dans la 16 qui s'en fiche dans la 22. Aujourd'hui, la petite analyse du marché montre qu'on va essentiellement vers du Plux 22 sur les machines. Certains fabricants les équipant désormais uniquement avec ce type de prise, sauf problème de taille, on verra un petit peu après. Et puis 2 autres prises classiques, la NTC 21 broches. Elle est considérée comme obsolète par la norme, néanmoins elle reste très utilisée par très nombreux constructeurs, à commencer par toute la gamme Hornby, donc que ce soit Rivarossi, Jouef, Electrotrain, vous la retrouverez chez Eljan, chez Lilliput, chez Märklin. Bref, même si elle est obsolète, elle reste quand même très utilisée. Et puis la toute dernière arrivée qui est NX18, qui est très utilisée pour toutes les petites machines, mais aussi la chaud pour de petites machines. Par exemple, dans les derniers tout petits locotracteurs de chez Ray Model, on trouve des prises NX18. Elle a été créée par les fabricants européens de matériel digital. Donc vous avez d'ailleurs, je vous ai mis l'adresse. Et il faut savoir que c'est un composant qui arrive directement du monde de la téléphonie mobile. Donc maintenant, chapitre sur les principes et composants de base du système DCC. Donc je vous propose, on va entrer un peu dans le vif du sujet de cet ensemble. Alors, le DCC, vous le voyez, on envoie en fait dans les rails non plus du courant analogique, c'est-à-dire des variations de tension, mais cette fois ce sont des impulsions qui sont dans un format digital 0,1 et qui sont codées de telle manière que en fait, d'abord la transmission soit fiable et stable, et puis que ce soit compréhensible entre les différents composants d'une installation digitale. Alors le DCC, il est normalisé, on l'a vu depuis 1995. Ils sont décrits dans des documents NMRA que je vous cite, ainsi que ce qu'on appelle des Recommended Practices, ça c'est la version américaine. Vous les retrouverez aussi sur le MOROP, avec l'avantage toujours d'une traduction en français. Alors voilà le document, l'extrait d'ailleurs de la NEM 670 qui correspond au document américain. Vous ferez un arrêt dessus, c'est vraiment l'explication, comment est construit le signal. C'est un petit peu
compliqué, faites une pause, prenez le temps de le lire si vous voulez, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est le schéma, les principes du bit 1, du bit 0, du bit 0 prolongé. Voilà, je pense qu'on va sauter un tout petit peu cette étape pour ne pas vous embêter aussi en même temps. Alors, en gros, les composants de base, ils sont connectés au rail, ils sont installés dans la locomotive. Quand on parlera éventuellement des décodeurs d'accessoires, ils peuvent être installés sur le réseau, donc tout un ensemble de connecteurs composés, connectés, et qui dialoguent entre eux. Le premier, c'est la centrale. C'est le cœur du système. Très souvent, c'est un simili-ordinateur qui communique avec tous les autres composants. Juste faire attention, on le rappellera souvent que la marque que vous choisissez peut-être conditionner tout ce qui correspond à l'extensivité de votre système. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, certaines centrales sont très simples, mais derrière, quand on veut passer à quelque chose de plus gros, on peut être limité. Vous avez certaines centrales qui communiquent par radio, par infrarouge. Maintenant, on a aussi des choses en Wi-Fi. Désormais, on a même des applications sur tablettes Android qui permettent de faire du dialogue et d'avoir des terminaux déportés. Alors la manette, c'est un peu ça. C'est l'interface entre vous qui êtes le mécanicien et la centrale. Alors bon, il y a de nombreux types de manettes. Si vous prenez Lockmouse Roku, qui était certainement un des premiers produits vraiment pas professionnels, mais intéressants sur le marché, on a le système de la centrale et la manette qui sont confondus. Voilà, dans chaque marque, un petit peu son type de manette et c'est pas toujours facile de les mélanger. En plus, ça évolue quand même, avec des bus qui deviennent communs, c'est-à-dire des sortes d'autoroutes de la donnée qui permettent de dialoguer, faire dialoguer les éléments. Donc les grands, Loconet, CAN, ExpressNet. Arrive aussi maintenant un autre bus qui s'appelle le BIDIB, d'origine allemande et de type monde libre. Alors le décodeur mobile, celui de la locomotive comme vous voulez, un module électronique à l'intérieur de la loco qui va donc agir en fonction des commandes qu'il a reçues au travers des rails de la part donc soit de votre centrale, soit de votre manette. Et puis arrivé et maintenant très 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 répandu des décodeurs qui ont des possibilités sonores. Voilà. Donc le principe quand même, c'est que quel que soit le décodeur que vous avez, il doit répondre aux commandes standards et de base de toute manette de centrale, manette DCC. C'est là tout l'intérêt de la norme. Et puis vous avez maintenant des décodeurs, c'est arrivé il y a quelques années, qui sont capables non seulement de recevoir des informations de la centrale, mais aussi d'en émettre vers la centrale. Donc en général, leur vitesse, leur adresse, la température du microprocesseur. Donc ça va dépendre du type d'information que le décodeur est capable de renvoyer. Aujourd'hui, deux grandes technologies, Rycom, qui a été développé par Lens, qu'on a déjà évoqué, et Transponding chez Digitrax. Digitrax, ce sont des Américains qui sont très implantés aux États-Unis et avec d'ailleurs du très bon matériel. C'est là juste mon jugement. Alors, l'alimentation, en général, on a derrière un transformateur de type courant alternatif ou une source de courant continu pour la centrale. Et puis les boosters, ce sont des amplificateurs de signal, comme on a des amplificateurs en Hi-Fi. Et bien, on a des amplificateurs qui vont amplifier le signal parce que quand on commence à avoir des grands réseaux comme celui qu'on vous présente sur notre page Facebook, il y a quand même des besoins de puissance de plusieurs ampères et la centrale en général n'a pas une puissance de sortie très très importante. Et le booster, le voilà. C'est un amplificateur de puissance qui va amplifier le signal qui arrive de la centrale pour le retransmettre dans la voie dans de nombreux réseaux. Alors, je vous laisse lire. En gros, vous avez des grosses centrales maintenant sur des marques comme Simo et ZU qui ont déjà un gros booster qui arrive à sortir entre 4 et 7 ampères. Voilà, c'est ce que je vous mets, l'ampérage qui va
déterminer aussi le nombre de locomotives qui peuvent rouler en même temps. Vous n'oubliez pas les éclairages des rames voyageurs qui arrivent à consommer, même si nous utilisons de plus en plus des petites LED avec une très faible consommation. Mais quand on met une rame avec 50 à 100, voire 150 LED au total sur une rame un peu longue, on arrive à avoir une consommation significative. En principe, les boosters qui sont vendus par une marque sont utilisables par des centrales de marques différentes. En fait, là aussi, il faut bien vérifier les branchements, bien vérifier les notices d'utilisation. Et un peu en rouge, attention à la transmission du signal RALCOM. Tous les fabricants n'ont pas adhéré au RALCOM. Et donc certains boosters anciens ne sont pas en mesure de transmettre ce signal parce qu'il y a une modification légère de toute la chaîne des petits signaux qu'on a vus là dans la norme NEM, et il faut laisser un peu de place, et donc tous les boosters ne sont pas prêts. Bon, c'est pas le point le plus important, mais c'est une petite attention que je souhaite apporter. Le bus DCC, ça va être un câblage qui est complètement externe, qui transporte donc tous les signaux de la centrale vers les équipements qui sont disposés autour du réseau. Bon, là on en a parlé, vous avez le CAN, vous avez le S88, vous avez des bus Loconet et autres, donc là aussi pareil, il faut avoir quelque chose qui soit à peu près homogène, même si en général on commence à avoir des centrales qui sont capables d'avoir des entrées avec des types de bus différents, et donc d'arriver à faire communiquer plein d'équipements différents. Alors le bus manette, ça existe, Loconet le permet, c'est un câblage qui nous connecte toutes les manettes entre elles à la centrale. Et puis d'autres types de décodeurs qu'on appelle décodeurs stationnaires ou décodeurs d'accessoires, donc c'est eux qui vont nous être très utiles pour tout ce qui est la commande automatique des aiguilles, les signaux, parce que quand on passe en digital, il faut penser qu'en fait les signaux en général, même si on a un logiciel derrière, il va falloir les commander pour afficher les bonnes couleurs, que ce soit le carré, le feu rouge, le feu orange, le feu vert, ou bien d'autres combinaisons de signaux lorsqu'on a des bifurcations, des ralentissements. Et ce type de signalisation, avec notre signalisation française par exemple, qui est assez complexe, on a essayé de mettre en place sur le réseau, et on a dû avoir recours à des décodeurs stationnaires qui sont quand même capables de commander 14 sorties, ou du moins 14 types de combinaisons. Des servomoteurs, nombreux types d'animation. Alors le servomoteur, c'est intéressant de plus en plus pour ouvrir par exemple les portes d'une rotonde de plaques tournantes. Alors on est sur des micro-servomoteurs. On commence à en voir aussi des servomoteurs là, mais qui sont directement activés par le décodeur mobile pour faire monter les pantographes de certaines machines. Décodeur de fonction, c'était un peu le dernier type qui était arrivé. En fait, c'est souvent un décodeur mobile, mais qui n'alimente pas le moteur. Donc il est assez intéressant pour éclairer des rames ou pour gérer les rames de type automotrice. Un exemple, on vous a présenté un prototype de l'ICE Fleischmann. Eh bien, dans ce prototype, la machine est équipée d'un décodeur classique, d'un décodeur donc permettant de commander le moteur, l'éclairage en cabine, les feux blancs et feux rouges. Et dans l'autre partie de la rame, il y a un décodeur de fonction qui lui va s'occuper donc des feux blancs, rouges de la cabine dans la fosse motrice, et ensuite aussi d'allumer l'ensemble des plaquettes qui servent pour l'éclairage des rames. Alors, que regarder pour choisir un système DCC quand on commence? C'est vrai que si vous avez écouté, vous pouvez sembler un petit peu perdu. Il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Alors en gros, combien est-ce que de locomotives je vais vouloir avoir dans mon système? Combien est-ce que je vais en faire rouler en même temps? Est-ce que je peux piloter des décodeurs stationnaires? C'est-à-dire, est-ce que depuis ma centrale ou ma manette couplée à ma centrale, j'ai envie aussi de faire fonctionner des aiguillages ou des équipements de ce type? Faire attention, si je veux mettre des manettes avec ma centrale, est-ce que ça reconnaît le Loconet, est-ce que ça reconnaît le ExpressNet, le CAN, le S88? Ensuite, tout ce qui est possibilité de programmation, donc j'entends la programmation des décodeurs, est-ce que la centrale est facile
à mettre à jour, c'est-à-dire qu'en général les sites des fournisseurs vous proposent de temps à autre des mises à jour qu'il faut installer, donc vérifiez si c'est simple. Les manettes, est-ce que vous voulez quelque chose de simple, un peu plus sophistiqué, avec une liaison infrarouge, une liaison radio, ainsi de suite. Tout ce qui est possibilité de retour d'information. Les accessoires aussi qui vont être disponibles dans la gamme du fabricant, chez les autres fabricants qui vont être compatibles entre eux. Et puis globalement tout ce qui est vraiment voir la possibilité de l'expansion du système, les interfaces avec un PC. Bon, en règle générale aujourd'hui toutes les centrales sont interfaçables avec un PC, mais il y a encore parfois des centrales relativement simples qui ne le sont pas. Là aussi c'est fonction de ce que vous voulez faire. Clairement, sans être une recommandation, si sur votre réseau vous avez 2 ou 3 locomotives à faire tourner, vous pourrez peut-être commencer avec une Lockmaros de chez Roku, ce sera largement suffisant. Il est clair que si vous montez sur un réseau, vous avez 7-8 machines qui roulent en même temps, d'abord il faudra un peu plus de puissance, il faudra peut-être une centrale un petit peu plus sophistiquée. Et puis le budget. Parce que c'est non négligeable. Juste des ordres d'idées, quand même, pas les oublier. Un décodeur classique pour machine, on est entre 30 et 35, voire 40 euros quand on est sur du très haut de gamme. Un décodeur de fonction, on est sur 15 à 20 euros. Une centrale, donc là, les prix peuvent s'envoler. En l'occurrence, on va aller d'environ 150 à 200 euros pour les tout premiers prix, pour atteindre des prix de plus d'un millier d'euros pour le très haut de gamme, en l'occurrence chez Zimo, si on veut avoir une configuration très complète. Mais là, on est vraiment dans du haut de gamme avec des possibilités extrêmement avancées. Ensuite, vous allez trouver en gros à peu près à la médiane ou moyenne, comme vous voulez, des centrales autour de 500-600 euros qui permettent déjà beaucoup de possibilités. Mais là encore, vous entendez les sommes, si vous ajoutez 10 décodeurs plus une centrale et ainsi de suite, vous voyez très vite le budget que vous avez à mettre. Donc attention à ce point. Alors, que regarder pour choisir un système DCC ? Surtout le côté, je dirais, disponibilité de la doc, conseil à proximité que vous pourrez trouver. Alors, la documentation, elle est sur les sites des fabricants, mais elle est très 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 souvent en langue anglaise ou en langue allemande. Comme je vous l'ai dit au début, le digital a été beaucoup développé par des sociétés anglaises, américaines, ou plutôt américaines, ou anglophones on va dire, et des sociétés alémanophones. Donc normalement, la doc en français est en principe disponible chez l'importateur. L'un des rares cas où je vois vraiment de la documentation en français, c'est chez Lens, qui la fournit en allemand, anglais, français et espagnol. Roku aussi pour pas mal de ses équipements. Après, sur d'autres marques comme ESU ou Zimo, on va plutôt être uniquement en anglais et en français. Et puis après, tout ce que vous allez pouvoir comme conseil trouver comme conseil à proximité. Les détaillants, bien sûr, quand vous en avez un dans votre région, et c'est vrai que c'est un petit peu une difficulté parfois de trouver un détaillant qui en plus ait une bonne compétence sur le digital. Alors je ne vais pas la critiquer le détaillant, hein, c'est simplement qu'il faut qu'il ait pu avoir du temps pour s'y mettre et c'est pas toujours évident même pour eux. Les forums, l'entourage proche, vos amis qui en feraient, un peu toutes les sources de documentation que vous allez pouvoir trouver. Alors, le digital, le sens de marche. Le sens de marche, il faut bien avoir en tête ce principe parce que là, on va être sur quelque chose de fondamentalement différent du système analogique que l'on connaît avec le classique transformateur. En analogique, premier cas, donc sur l'image de gauche, je pose ma machine, je tourne si je fais le câblage correctement, bien sûr sur le réseau, je tourne mon potentiomètre de mon transformateur vers la droite, ma machine part vers la droite. Sur l'image de gauche, je fais la même chose, je tourne vers la gauche, ma machine part vers la gauche. En analogique,
toujours, j'inverse ma machine, je tourne mon potentiomètre vers la droite, ma machine, même va partir cette fois tendère en avant. De même, sur l'image de droite, je tourne mon potentiomètre vers la gauche, ma machine va partir cette fois avec la boîte à fumée en avant. Donc on a bien une inversion, la classique inversion du sens de marche avec la polarité du courant. En digital, dans le premier cas, je tourne le bouton de ma manette vers la droite, ma machine va partir vers la droite. Je tourne le bouton de ma manette vers la gauche, donc sur l'image de droite, ma machine va partir vers la gauche. Bon, là, rien de nouveau, on retrouve, a priori, je dis bien, le fonctionnement que l'on a en analogique. En digital, si, cette fois, vous le remarquez, j'ai inversé ma machine. Si je tourne le bouton de ma manette vers la droite, dans ce cas, la machine va partir, là encore, boîte à fumée vers l'avant. Si je tourne ma manette vers la gauche, ma machine va partir tendère en avant. Il faut bien voir qu'en digital, le sens de marche est imposé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de notion de polarité dans les rails. En gros, on va tourner la manette vers la droite. Si on prend notre machine, on va partir avec la boîte à fumée en avant. Si on tourne vers la gauche, on va partir avec le tendère en avant. Donc, ce sont des petites choses, ça paraît étonnant. Alors, dans le club, certains disent elle n'est pas dans le bon sens. Il y a un sens imposé et on est sur un sens de marche imposé. C'est une notion à bien prendre en compte parce qu'elle est utilisée un peu partout dans les logiciels. Voilà, c'est rien de difficile, mais il faut juste avoir en tête que notre locomotive ne fonctionne plus tout à fait de la même façon que quand on était en analogique. Un petit peu finalement à l'image de la radiocommande, où quand vous allez pousser la manette vers l'avant, eh bien, la voiture part vers l'avant et elle ne va pas être en fonction de sa position par rapport à la radiocommande. Alors, les CV. Donc, la petite plaisanterie de tout à l'heure, ce ne sont pas des curriculum vitae, ce sont des configuration variables en anglais, variables de configuration. Donc, le décodeur, en gros, c'est une puce qui va rendre, enfin plus qu'une puce, c'est un petit circuit intégré qui va rendre notre locomotive intelligente. En gros, le décodeur, il permet d'appliquer une direction, une vitesse, l'éclairage, et puis d'autres fonctions d'une loco numéro 1. Donc, par exemple, on va la faire partir boîte à fumée en avant, et puis de faire toute autre chose avec une loco numéro 2 qui est sur le même réseau et la même voie. Donc, cette intelligence, elle s'appuie sur des paramètres qui sont stockés dans une mémoire du micro, enfin, plus exactement du circuit intégré, qui est le décodeur. Et le stockage, ce sont ce qu'on appelle les CV, les variables de configuration. Alors, c'est un concept de base qu'on trouve sur les décodeurs mobiles et sur les décodeurs stationnaires ou le décodeur d'accessoires. Du point de vue informatique, une variable de configuration, une CV, c'est égal à un octet, donc on y reviendra tout à l'heure, ça fait 8 bits. C'est une partie de la mémoire du décodeur qui va contenir des informations, et ces informations vont vraiment servir à contrôler les caractéristiques du décodeur. Alors on verra après, mais la première, bien sûr, c'est l'adresse, c'est le numéro qu'on va donner à la machine, mais on va aller beaucoup plus loin avec de très très nombreuses possibilités, entre autres la vitesse maximale, la vitesse minimale, la vitesse moyenne, et d'autres paramètres que l'on va pouvoir gérer en fonction des marques aussi de décodeurs. On verra ça un peu plus tard. Voilà, c'est de l'information qui est utilisée par le décodeur. Il va ajuster son fonctionnement sur la base de ses CV et en fonction des ordres reçus de la centrale. Par exemple, si la centrale lui envoie un ordre d'arrêt absolu, de s'arrêter, eh bien le décodeur va, en fonction des paramètres de type CV qu'on a mis, jouer sur l'inertie. Et donc on va avoir une machine ça va s'arrêter plus ou moins vite
dans le cas d'un arrêt général. L'information elle est stockée de manière permanente, c'est-à-dire y compris lorsque la machine est hors tension, on ne perd pas les caractéristiques, on n'a pas à le refaire, puis bien sûr jusqu'à ce qu'on décide de la changer. Donc là on rentre dans de la programmation du décodeur qui se fait soit via la manette, soit via des outils vendus par les fournisseurs. Alors en gros, on a deux façons de la modifier, en se mettant sur la voie dite de programmation. Donc là, attention, quand on est en mode voie de programmation, on ne met qu'une seule machine dessus, sur le petit morceau de voie. Sinon, toutes les machines récupèrent la même information. Et puis sur la voie principale, mais dans ce cas, on ne peut en général modifier que certaines CV. Ça s'appelle le mode POM, Programming on Main, c'est-à-dire la programmation sur la voie principale. Donc, et bien tout ça c'est défini, c'est normalisé, c'est dans un document NMRA S9.2.2. Alors il y a le document NEM qui en est la traduction. C'est un document qui a été révisé en juillet 2012. Comme il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces révisions, il n'y a pas en même temps des révisions très régulières. Donc vous voyez, depuis en gros 2012, c'est stabilisé. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelque chose en termes de DCC qui est stable. Très peu de CV dans cette norme sont obligatoires, c'est-à-dire mandatory en anglais ou recommandé, recommended. Donc vous voyez la première liste que beaucoup d'entre nous connaissons qui va de 1 à 29, ils sont déjà les plus courants que nous manipulons. Eh bien, regardez la liste des mandatory, c'est assez surprenant, vous n'en trouvez que 4. Ils sont la CV1 qui contient l'adresse primaire de la machine, les CV 7 et 8 qui sont relatifs aux fabricants, et la CV 29 qui est la fameuse CV de configuration qui est très importante dans le monde digital. Pour le reste, vous voyez que même les CV 2, 3 et 4 qui ont trait à la vitesse, qui ont trait au taux d'accélération, taux de décélération, et la 11 qui est une variable particulière qu'en général on ne touche pas, sont recommandés. En fait, tout le reste, vous le remarquerez, est marqué d'un O qui est optionnel. Voilà. Alors, en gros, lesquels on a, vous les avez vus jusqu'à 29, CV1 l'adresse primaire, ou dite adresse courte, on verra pourquoi. CV2, c'est la tension minimale de démarrage. La 3, la 4, c'est relatif à l'accélération et respectivement à la décélération. Le 5, ça va être la vitesse maximale. Le CV6, c'est la vitesse à la moitié d'écran. Donc, on peut décider d'être en gros la vitesse moyenne par rapport à la vitesse minimale et la vitesse maximale, ou on peut le décider d'être sur autre chose quand on parlera des courbes d'accélération. CV7-8, on a vu, c'est réservé aux fabricants. Et CV17 et 18, c'est apparu il y a quelques temps parce que d'abord certains collectionneurs avaient de très nombreuses machines, donc arrivaient vite au nombre maximal de 127 machines. Et donc il a fallu étendre, et donc on a réservé 2 CV 17 et 18 qui désormais stockent une adresse longue, ce qui permet d'aller en règle générale on va jusqu'à 9999, mais fondamentalement on va un petit peu plus loin. CV28, c'est la communication bidirectionnelle, ça c'est RICOM, c'est une partie des paramètres de RICOM. Et puis la CV29, on en reparlera un peu plus tard, qui est le morceau assez sympathique de cette configuration. Les CV33 à 46 qui permettent de configurer FL, donc ce sont la fonction light, F-light forward et F-light reward, et puis les touches de fonction F1 et F12. Et puis ensuite, vous voyez une partie 47 à 64 qui est réservée aux fabricants. Et c'est donc là que les fabricants vont mettre leur plus-value pour rendre leur décodeur plus sophistiqué, offrir plus de possibilités. Alors, rapidement quand même les CV, on va les passer en revue un petit peu. La CV1, l'adresse primaire, elle est obligatoire au sens de la norme.
quand on vous livre un décodeur, il est toujours mis à 3 par défaut. C'est imposé par la norme. La valeur va entre 1 et 127. Une tension minimale de démarrage, c'est recommandé par la norme. Le taux d'accélération, je vous passe sur la formule. En gros, un CV3 mis à 2, vous voyez, c'est un taux d'accélération de 0,064 secondes par cran. Bon, après, l'expérience montre que c'est plus un petit peu au feeling qu'on le fait. On va faire des essais, on va voir si la machine accélère plutôt vite, plutôt lentement, et souvent on va plus se caler au ressenti que sur un calcul exact. De même pour le taux d'accélération, on va plutôt, plutôt dire on est un petit peu, c'est du feeling. CV5, la vitesse maximale de la machine, c'est très intéressant pour brider des machines trop rapides. Il faut savoir que normalement une machine doit respecter une norme elle-même quand elle est livrée fabricant qui correspond à avoir une vitesse maximale qui est comprise entre moins 10 et plus 10% de la norme, de la valeur, la vitesse maximale de la machine. Or, on a, je pense, tous dans nos collections des machines qui sont un tantinet des avions à réaction. Donc c'est assez intéressant pour brider les machines. Là encore, il faut faire des essais, puisque quand vous allez baisser la valeur de la CV5, il va falloir trouver un compromis pour que votre machine soit à la vitesse souhaitée. La CV6, ça va être la vitesse à la moitié d'écran. Donc en règle générale, on conseille quand même d'avoir CV6 qui soit inférieur ou égal à CV5 plus CV2 plus divisé par 2, c'est la moyenne de la vitesse maximale plus la vitesse de démarrage. Simplement, sinon ça fait des comportements un peu bizarres de la machine. Et CV2, CV5, CV6, elles vont servir à définir ce qu'on appelle la courbe de vitesse de la machine. On verra après qu'il y a une autre façon de la définir. CV7, bon ça c'est obligatoire, mais c'est réservé aux fabricants. CV8, c'est le numéro NMRA du fabricant, c'est normalisé. À savoir que parfois, quand on programme le CV8 mis à 8, on force le CV8 à 8 et ça permet de remettre chez de nombreux fabricants le décodeur aux valeurs d'usine du décodeur, ce qu'on appelle la remise à 0. Alors c'est intéressant parce que parfois quand on programme, on se trompe. Et puis on met un petit peu le décodeur en vrac qui répond plus du tout. Et donc faire CV8 à 8, ça peut permettre de bien aider à remettre son décodeur dans les valeurs d'usine. CV15, 16 verrous de décodeur, très peu utilisé. Je crois que j'ai vu quelques forums où certains de nos amis l'utilisent. Et puis CV17, CV18, on en a parlé précédemment, les adresses longues. Et puis CV19, 20 et 21, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est relatif au consist, c'est-à-dire toutes les UM qui sont faites avec des machines dont les décodeurs ont des adresses différentes. CV27, ça touche, oui, effectivement, à l'arrêt automatique. CV28, la communication bidirectionnelle, on y est déjà revenu, donc RICOM pour rappel. Et puis CV29, c'est toutes les configurations supportées, ça c'est un peu le gros morceau. Dans notre monde digital, il est obligatoire au sens de la norme. Alors c'est le gros morceau, et là on va faire un peu de maths.